Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Voilà, ce dernier audio bonus autour de l'évolution sociétale de la famille en France. C'est un audio de complément, puisque j'ai pas parlé de deux ou trois notions qui me paraissaient importantes, comme le non-genre et le célibat, des phénomènes de société actuelle. Et puis, je vous propose en conclusion des espaces de réflexion sur l'écoute intérieure que nous pouvons avoir aujourd'hui dans ce questionnement sociétal. Donc, on avait vu dans ces deux premiers audios sur la société, l'évolution de la société française en lien avec la famille, tout ce mouvement, ce flux d'évolution rapide, surtout dans ces dernières années, ces pertes de repères, de cadres, les souffrances que cela peut générer et posture d'écoute que nous avons à avoir, de prise de recul pour comprendre. Et donc maintenant, je vous propose d'aller plus loin. Nous avions vu que les modèles sociétals familiaux que nous propose la société aujourd'hui sont multiples, de la famille traditionnelle à la famille monoparentale, en passant par la famille recomposée et par les familles homoparentales, avec l'émergence maintenant de nouveaux modèles de couple comme les couples polyamoureux et d'autres probablement qui émergent encore. Se rajoute à tout cela, il y a encore, on peut rajouter une dernière catégorie de famille ou de foyer. C'est le modèle du célibat, les célibataires, hommes ou femmes, qui se rajoutent aujourd'hui au modèle sociétal familial, qui est de plus en plus important, de personnes qui n'ont ni désir de couple, ni désir d'enfant, ou qui, s'ils ont un désir de couple, se retrouvent pas dans ce que propose la société aujourd'hui. Et après avoir vécu quelques essais infructueux, blessés, se retranchent dans leur bulle, souvent avec beaucoup de souffrance. On observe aussi des nouvelles formes de célibataires, des personnes divorcées, séparées, qui ne veulent plus se mettre en couple et profiter d'une liberté retrouvée et d'un espace de vie plus simple pour eux, plus libre, plus jouissif. Et de nouveaux couples finalement entre célibataires, qui restent célibataires, mais qui peuvent créer du lien, chacun en gardant son espace, son foyer personnel, sa maison personnelle, du lien sexuel, affectif, amoureux, sans engagement, dans un couple effectif. Et puis une autre forme de célibat, les personnes séparées, divorcées, qui sont en recherche d'un nouveau compagnon et de nouvelles compagnes et qui ne trouvent pas. Parfois, c'est perdu dans cette nouvelle société qui a tellement évolué depuis il y a 20, 30 ans qu'ils étaient célibataires. Souvent, ce sont des personnes qui ont été en couple un moment et qui, au moment de leur divorce, ou de leur veuvage ou de leur séparation, tout d'un coup, se retrouvent catapultés dans cette société qui a tellement changé et doivent réapprendre les nouveaux codes sociétals et de rencontres. Ils ne comprennent pas leur échec dans la relation à l'autre. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors c'est étrange parce que dans une société qui propose beaucoup de liberté, où aujourd'hui le célibat semble ne plus être une fatalité, il y a une multiplication de possibilités de rencontres, que ce soit par les nouveaux modèles de rencontres sur les sites de rencontres, que ce soit par toutes les possibilités de sortie que proposent certains sites internet, mais aussi l'espace de liberté dans lequel nous et la société nous propose, en tant que célibataire, de rencontrer des hommes ou des femmes en couple sans que cela pose un problème, en tout cas sociétal. Eh bien, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a de plus en plus
de célibataires qui se sentent piégés dans cette société et qui sont en perte de repères pour pouvoir rencontrer quelqu'un et recréer une dynamique de couple. Par rapport au célibat, on vit quelque chose un petit peu de très particulier. Jusqu'à la fin de la famille nucléaire, le célibat était dénoncé comme étant un échec, en fait, dans la vie de la personne célibataire. Ou alors c'était des personnes de mauvaise vie, ou alors c'était des vieux garçons, des vieilles filles, des espèces d'échecs de société qui n'avaient pas pu se marier. On fêtait les Catherinettes à 25 ans, c'était la honte d'être Catherinette. Et aujourd'hui, non seulement le célibat est devenu quelque chose une façon de vivre son foyer comme une autre, mais peut-être à des moments de notre vie semble être proposé comme un lieu refuge et de recul dans un flux rapide de propositions et d'expériences qui pourraient amener à beaucoup de souffrance. Et semble aussi être une proposition de guérison des blessures de notre cœur, des blessures relationnelles, de prise de recul dans la conscience pour se trouver soi avant de repartir dans cette société confusionnelle. Et peut-être que c'est aussi un passage, du coup aujourd'hui, de réalisation et non pas d'échec. Aussi, comme je l'ai déjà dit dans l'audio, voilà. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'un phénomène que l'on vit dans la société qui s'appelle la notion du non-genré. Cette notion-là a évolué lors de ce mouvement qui vient des années 1950-1960 en lien avec le féminisme et puis l'égalité des sexes et puis la libération sexuelle, la liberté sexuelle. Dans ce mouvement-là, il y a eu tout un re-questionnement sur qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin. Et il y a eu des revendications sur la liberté de son genre, c'est-à-dire retrouver la capacité libre de se ressentir masculin et féminin en dehors de notre identité sexuelle biologique et en dehors des dictats de la société, c'est-à-dire des rôles que la société impose aux hommes ou une femme. Alors ce mouvement se voulait pour une libération des dictats sociétaux et aujourd'hui, j'aimerais souligner avec vous que dans son évolution extrême, on en arrive, de mon point de vue, à des aberrations. Le mouvement de l'identité du genre arrive jusque dans nos écoles et crée beaucoup de troubles chez nos enfants. Et je vais consacrer un audio prochainement que sur ça. Un audio bonus qui sera là que sur ça. Mais juste là, j'avais juste envie de souligner finalement cette évolution de tout ce mouvement de liberté dans notre société. À son extrême peut vraiment arriver à des aberrations et à des confusions. Aujourd'hui, ce qu'on propose à nos enfants dans nos écoles, finalement, c'est l'idée qu'ils sont ni mâles ni femelles, que leur identité biologique ne les définit pas comme masculin ou féminin et que c'est à eux de ressentir s'ils sont plus masculins ou féminins et à choisir leur genre et en fonction de ça, ils auront même la liberté, la possibilité de changer de sexe grâce à de la chirurgie. Il faut savoir qu'au niveau des écoles, il y a des mouvements qui prennent comme ça et où finalement on propose aux enfants de ne plus s'appeler il ou elle, mais on leur propose de les appeler IEL pour finalement un troisième genre qui est un genre neutre, ni masculin ni féminin, qui en fait promeut l'idée que l'enfant n'est pas encore défini tant que lui-même c'est pas défini s'il est il ou elle. Donc on l'appellerait IEL. Bon, et on est actuellement, donc il y a eu des grands débats là-dessus depuis une dizaine d'années, entre des philosophes, des psychologues, des psychiatres, aussi les références religieuses et puis l'académie scolaire.
Et donc, je vous propose d'écouter prochainement un audio bonus là-dessus pour bien peut-être prendre conscience des enjeux que l'on est en train de vivre et de la vulnérabilité dans laquelle on met nos enfants au niveau psychologique et identitaire, qui, de mon point de vue, peut devenir vraiment très grave. Donc on voit hein, que notre société, elle a beaucoup évolué depuis les années 1960 dans un mouvement général de revendication des libertés, de sexe, de sexualité, d'égalité des droits, et puis que dans ce mouvement qui a pris de l'ampleur, dans une revendication de liberté, ben, on arrive à des pertes de repères et à une confusion et finalement peut-être à faire l'inverse de ce qu'on voulait, c'est-à-dire au lieu d'être plus heureux, d'être plus épanoui, c'est comme si dans son extrême, on était en train de détruire finalement ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, de manière naturelle. C'est comme si par la réflexion, par l'intellectualisation, par la volonté de mettre des lois pour protéger, pour libérer, eh bien, il y a quelque chose, c'est comme si on crée des problèmes là où il n'y en avait pas. Et il me paraissait intéressant d'observer ça ensemble en dézoomant et de regarder cette société, comment elle évolue, et nous, dans ce bain, dans ce flux, où c'est qu'on en est, dans notre positionnement personnel, pour sortir de la confusion et retrouver nos repères personnels. Je vais finir cet audio par vous parler dans notre société de la notion d'individualisme. Vous savez, on dit qu'on est dans une société individualiste. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau sociologique? Ça veut dire que l'accent est mis sur l'autonomie de l'individu par rapport aux règles collectives. L'individu donc s'affranchit de ces normes imposées par les autres, de tout ce qui est les traditions, de tout ce qui est culturel, de tout ce qui est religieux, qui pèse sur son destin. Et donc, l'individualisme, c'est donc ce processus d'émancipation qui est aussi à l'image de ce courant féministe. Donc, c'est une nouvelle manière de vivre et de concevoir finalement sa destinée, une façon de maîtriser notre vie en étant libre et responsable. Donc, on ne peut pas dissocier l'individualisme de la modernité et de la démocratie, avec vraiment cette idée que l'individualisme permet à l'individu de s'arracher finalement à l'emprise de la communauté afin de prendre en charge son propre destin, de construire son être et d'effectuer ses choix personnels. Donc de s'affranchir vraiment de toutes les normes religieuses, de la tutelle de l'État, du travail, de la famille. Et aujourd'hui, on peut dire que l'individu moderne est maintenant donc seul face à lui-même, face à sa destinée. Et finalement, on peut dire qu'il est un citoyen orphelin de père et de mère. De père dans le sens spirituel et de mère dans le sens patrie ou citoyen de la terre. Et on va essayer de comprendre quel impact a cette solitude et cet individualisme sur l'être humain et aussi sur la société. On a observé une montée de l'individualisme au niveau de l'ère industrielle au cours du XXe siècle. Et évidemment, ce courant s'est renforcé dans les années 1960 avec donc ce mouvement de libéralisme culturel et avec cette société qui est de plus en plus devenue permissive. Donc avec son apogée en mai 68 en France. Et on va parler, à ce moment-là, on va parler d'une société postmoderne. Donc après la modernité, après l'ère industrielle, où l'individu devient le centre de l'organisation de la société. Donc avec son développement de son droit personnel, finalement assez subjectif, l'affirmation des réseaux sociaux au détriment des groupes sociaux. Donc cela pose différentes questions. Déjà au niveau de la citoyenneté, est-ce que ça met en danger la démocratie? Parce qu'on peut observer dans l'individualisme comme un repli de l'individu sur sa sphère privée
et l'abandon de la sphère publique et de la participation à la vie de la cité. Et ce repli, ce désinvestissement finalement politique pourrait laisser place à une forme de tyrannie douce dans laquelle les individus sont pris en charge et n'exerceraient plus leur pouvoir. On observe une forme de désintéressement de l'individu par rapport à la gestion de la société. On peut aussi se poser la question, est-ce que la société individualiste n'est pas un danger pour la cohésion sociale? Ou autrement dit, est-ce qu'on n'est pas dans une crise du lien social? Donc, on a observé un déclin de la société traditionnelle, rurale et paysanne et un déclin de certaines institutions, évidemment comme l'Église. Et du coup, avec ce déclin-là, il y a eu donc une perte des valeurs et des normes communes, avec ce rejet de tout ce qui est imposé par les autres, et un refus de tout ce qui entrave au choix personnel et individuel. Et donc une question se pose, qui aujourd'hui peut remettre du cadre pour créer la cohésion sociale? On peut se poser aussi la question, est-ce que c'est la fin d'un changement social? Autrement dit, comment on fait pour gérer les crises des mouvements sociaux? Là, on pose le problème de l'action collective. Comment on fait pour avoir une action collective dans une société qui est individualiste? Comment peut-on gérer ensemble les conflits collectifs? Et enfin, on observe une fatigue d'être soi. On appelle ça aussi la crise de l'ère moderne. Et on observe que l'individu, effectivement, il gagne en liberté, mais il perd en solidité, en certitude, en foi personnelle, en repère intérieur, en conviction forte. Et il augmente dans sa responsabilité dans la construction de sa vie, mais ça le rend fragile, inquiet, anxieux, et on observe une augmentation entre autres des anxiolytiques et des antidépresseurs, avec une société qui amène au burn-out au niveau professionnel, mais aussi au burn-out familial, parental, et on en parlera aussi dans un audio bonus, juste derrière celui-là. On parlera de comment cette société individualiste pousse les individus à faire des burn-out même au sein de leur famille, tellement ils sont seuls dans leurs responsabilités. Donc finalement, qu'est-ce qu'on observe dans notre société individualiste? Eh bien, une hausse du taux d'abstention aux élections. On observe aussi une augmentation de la montée des incivilités, et des problèmes d'incitoyenneté, si je puis dire. On observe la montée donc, du stress, des troubles psychologiques, et donc j'ai parlé de la dépression et des burn-out. Mais cette société individualiste est aussi le soutien de choses nouvelles, comme en détruisant certaines valeurs et normes, elle cherche à en reconstruire d'autres, de nouvelles valeurs, de nouvelles normes. Et pour la gestion des conflits, on voit que notre société est souvent moteur de mouvements sociaux, de revendications collectives, de mobilisation, qui parfois amènent à des évolutions sociétales assez fortes, comme le mouvement des féministes par exemple. Et dans ces sociétés individualistes, eh bien, il y a une nouvelle façon d'être en lien, qui va être les réseaux sociaux, qui va aussi là poser question, parce que ce sont des liens virtuels où en étant seul chez soi, sur son ordinateur ou sur son téléphone portable, on aurait l'impression d'être en lien. Et donc ça va créer peut-être une émergence dans la société de relations virtuelles, et donc pas réelles, et donc pose encore la question, comment est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre l'intelligence relationnelle du lien humain? Et du coup, il y a aussi la proposition par Internet de groupes, de rencontres qui se font, où on peut finalement, même si on est seul, plus facilement rencontrer, soit pour des rencontres entre célibataires, soit pour des rencontres pour aller randonner, pour des projets culturels, etc. Donc,
la société a créé la possibilité pour les individus de se rencontrer, d'organiser la rencontre, même s'ils ne se connaissent pas. Et cette société individuelle est aussi marquée par notre société de consommation, où l'individu a besoin de plus en plus de consommer dans la matière, mais aussi de consommer des loisirs, les pratiques aussi individuelles ou les pratiques collectives pour pallier à ce manque de relations collectives. La consommation étant symboliquement quelque chose qui vient remplir un vide. Effectivement, la société individualiste nous met dans ce vide affectif, vide relationnel, vide amoureux, vide du lien humain. Et pour combler ce vide, eh bien, on se remplit par la consommation avec les réseaux sociaux, la consommation de loisirs, la consommation de rencontres virtuelles ou ensuite concrètes. Et finalement, on est dans vraiment une nouvelle société où la rencontre peut se faire par Internet et on est probablement en perte d'intelligence de la cohésion collective où finalement, avant, on se rencontrait dans la vie, dans la rue, dans nos fêtes de village, de ville. Et aujourd'hui, on se rencontre sur Internet avec un biais cognitif sur qu'est-ce que la rencontre et qu'est-ce que l'être humain. Et ça interroge sur la perte de l'intelligence relationnelle qu'il y a aujourd'hui dans cette société individualiste. Enfin, dans le positif qu'on peut voir dans cette société individualiste, eh bien, on remarque les statistiques nous montrent qu'il y a de plus en plus d'adhésion à des associations et donc l'émergence d'une autre façon d'être ensemble et en lien et en collectif. Voilà, et je finirai cet audio par parler de l'impact qu'il y a dans notre société de la montée en puissance de notre consommation du téléphone portable. Quels sont les impacts sur nos liens sociaux qu'a le téléphone portable? Donc, je pense qu'on est tous concernés. Nous sommes tous sur nos téléphones portables. Trop souvent, peut-être, nous avons tous constaté que les personnes qui marchent dans la rue sont sur leur téléphone portable, les personnes qui attendent à l'arrêt de bus sont sur leur téléphone portable, les personnes qui descendent le bus et qui traversent la route sont sur leur téléphone portable, les personnes qui sont dans le train sont sur leur téléphone portable, les personnes qui attendent dans la salle d'attente du médecin sont sur leur téléphone portable, les personnes qui sont au restaurant sont sur leur téléphone portable, les couples qui mangent au restaurant tête-à-tête sont sur leur téléphone portable. Quand on se rencontre, on fait des rencontres familiales à Noël, après le repas, tout le monde est sur son téléphone portable, etc., etc. Donc, quel impact a le téléphone portable sur nos liens sociaux? Bon, déjà, ça nous met dans une situation de dépendance, et je pense que de plus en plus, les gens sont dépendants de leur téléphone portable. C'est la même façon que finalement l'alcool. Au début, on en prend un petit peu, puis plus ça va, plus on peut plus s'en passer. Le téléphone, c'est pareil. Au début, peut-être qu'on ne l'a pas trop utilisé, et puis plus ça va, plus on ne peut plus s'en passer. On le prend pour photographier, pour envoyer des photos de nos vacances sur WhatsApp. Et en permanence, cette sensation d'être interconnecté est à la fois agréable et problématique, puisqu'elle nous rend dépendants. Et dans cette situation de dépendance, il y a quelque chose qui se détruit en nous, dans notre être individuel et profond, et dans notre sensation d'être en sécurité affective dans notre individualité. Donc on voit que le téléphone joue un rôle de compensation, et on observe que les groupes sociaux qui passent le plus de temps au téléphone sont ceux qui sont le plus exposés à une plus grande fragilité de leur relation face à face. Par exemple, les personnes vivant seules ou dépourvues de travail. Donc, je vais regarder déjà avec vous les impacts négatifs du téléphone portable sur nos liens sociaux. Et bien d'abord, ce sentiment de solitude exacerbé. On est vraiment dans une société qu'on peut appeler numérique, qui ne se situe pas dans la même dimension que la sociabilité concrète, avec des personnes en présence concrète, qui se parlent et qui s'écoutent, qui sont attentifs les uns aux autres, qui prennent du temps
avec les corps qui sont proches et finalement la société concrète, c'est la société dans laquelle on est dans nos corps animaux, dans notre humanité, dans notre animalité. Et on observe que le téléphone portable, du coup, détruit le lien social, détruit nos anciennes relations au profit des nouvelles qui sont plus abstraites, souvent anonymes sur les réseaux sociaux et physiquement absentes. Donc, finalement, il y a un effet sur le cerveau émotionnel d'illusion qui donne la sensation d'être en lien alors que la personne est vraiment seule. Donc il y a un paradoxe parce que certains la voient comme une source de reliance alors que vraiment jamais l'individu n'a jamais été aussi isolé qu'aujourd'hui. On observe que jamais il n'y a eu autant de mal de vivre chez les adolescents, mais aussi chez les personnes âgées. Pourquoi? Parce que cette addiction et cette fréquentation assidue des multiples réseaux sociaux produit finalement le retrait de la vie privée sur un terrain social concret, et donc les réseaux sociaux ne créent ni l'intimité ni le lien à la vie concrète. Et donc ça crée de l'isolement chez tout le monde et entre autres aussi chez les personnes âgées qui sont isolées de ce lien social. Et on peut observer que les personnes âgées sont vraiment des personnes actuelles aujourd'hui fragilisées, isolées, marginalisées, un peu plus chaque jour. Donc on peut se poser la question de la relation entre le lien social et les technologies numériques. Le problème, c'est que ça nous a rendus totalement dépendants. Tout le monde est emporté dans cette dépendance et il est difficile, une fois qu'on y est dedans, de revenir en arrière, comme tous des phénomènes de dépendance. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le phénomène de dépendance? C'est que ça crée des hormones de plaisir dans l'illusion du lien. Et le cerveau en redemande encore et encore et encore et encore. Chaque fois qu'on prend notre téléphone portable, on a l'impression d'être en lien et on en veut encore, alors que la réalité, c'est qu'on est en train de détruire le lien et qu'on se détruit. Donc on est vraiment dans un phénomène d'addiction comparable finalement à la drogue ou à l'alcool. C'est-à-dire c'est juste une substance qui vient créer des hormones de bien-être, mais qui est une illusion qui finalement détruit la réalité de notre vie. Le deuxième effet pervers du téléphone portable, c'est donc cette absence de proximité physique. C'est vrai que dans la relation à l'autre, dans la communication comme ça, en présence, de proximité, les postures et les mouvements jouent un rôle essentiel. C'est par les mouvements de notre corps que nous signifions à notre proche que nous sommes d'accord ou pas avec lui, que nous souhaitons à un moment prendre la parole. Notre corps aussi, il fait ressentir, on appelle ça le langage non verbal, hein, il fait ressentir à l'autre ce que nous ressentons. Et on observe aujourd'hui que dans ces échanges entre adolescents, donc dans les échanges numériques qu'ils ont, il y a une montée de l'ignorance et du non-respect de ces règles de communication et de respect qui favorise une évolution problématique à la relation, à la communication. Donc on peut observer que dans la réalité de la vie, l'augmentation des difficultés de communication s'aggrave aujourd'hui facilement. Et donc dans cette société individualiste, eh bien, on est de plus en plus seul avec la sensation illusoire d'être de plus en plus connecté. C'est vrai qu'on a accès de plus en plus à la connaissance, mais de moins en moins à la reliance du cœur, à la reliance des émotions, du lien humain, de l'affectif, de la présence, du corps. Et même dans ces rencontres proposées par les sites de rencontres où on a besoin de la présence de l'autre, donc on va chercher sur un site de rencontre quelqu'un avec qui passer une soirée, eh bien on s'aperçoit que les rencontres de plus en plus sont non respectueuses de l'être humain. Ce ne sont pas des espaces de rencontre, ce sont des espaces qui sont devenus des espaces de consommation qui créent énormément de souffrance au niveau relationnel dans le corps, dans le cœur, dans les âmes et dans l'esprit. Et il y a une augmentation de souffrance relationnelle aujourd'hui dans la société. Et de mon point de vue, une perte d'intelligence.
c'est comme si l'humanité, grâce à cette technologie, est en train de s'autodétruire dans l'intelligence qu'elle a de plus intuitive en elle, c'est l'intelligence de la relation. Et là, je nous remets, on est dans notre roue chamanique, on est dans l'énergie de juillet. Face à nous, c'est l'énergie de janvier qui nous soutient, qui est l'intelligence relationnelle et l'interrelation entre nous. Eh bien, cette intelligence relationnelle de communication est en train de se détruire avec l'illusion qu'on est de plus en plus connecté par les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, les photos qu'on s'envoie. On ne se téléphone plus, on n'entend plus même notre voix. Tout passe par des petits messages avec la sensation qu'on est en lien. Et c'est dramatique. Et pourtant, dans tout ça, il y a aussi des points positifs, et c'est pour ça qu'on les utilise. Eh bien, c'est dans cette société individualiste un moyen de refaire société. La sensation d'être en connexion permanente, instantanée, entre des inconnus, puisqu'on est tous individualistes. Et donc, une nouvelle façon de faire lien dans le collectif. Et donc, notre téléphone n'est pas simplement qu'un compagnon fidèle, devenu dépendant, hein, il ne faut plus qu'il soit en panne, mais il devient vraiment le point de jonction, d'intersection d'une communauté ou de plusieurs, un lieu de communication, intercommunauté. Et on a vu tous les différents mouvements sociaux de ces dernières années, comment les réseaux sociaux peuvent créer cette puissance du lien dans le collectif. Et donc, notre téléphone, et par les réseaux sociaux, nous aide finalement à refaire société d'une autre façon. On observe aussi, grâce au téléphone, le renforcement des liens forts, l'émergence de communautés sur Internet, où les gens se retrouvent dans leur identité et peuvent créer des liens forts à ces communautés. Et donc, ça contribue à l'enrichissement personnel. Et puis, troisième point positif, c'est qu'on constate un élargissement du cercle social grâce à Internet et aux technologies de l'information. Les enquêtes disent qu'il y a à peu près 47% qui disent enrichir leur cercle relationnel. Le plus souvent, peut-être en retrouvant une connaissance perdue, mais aussi en nouant des liens avec de nouvelles personnes, voire donc en faisant des rencontres avec des rencontres amoureuses. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de la question de notre société postmoderne et peut-être avoir soulevé quelques prises de conscience, réflexions, interrogations, reculs. Et donc je vais conclure cet audio par une petite réflexion. Aussi, comme je l'ai déjà dit dans l'audio, une des audios sur le couple, il est important pour chacun de nous maintenant, que nous soyons célibataires ou en couple, divers et variés, de pouvoir prendre un temps de recul et d'écoute et de comprendre profondément dans j'ai envie de dire, une société où il y a énormément de mouvements multiples, de comprendre profondément chacun de nous quel est notre projet de couple, quel est notre projet de rencontre à l'autre, dans le respect, dans la confiance et l'intimité, pour aller créer un terrain favorable à l'amour. Ce qui demande une grande maturité, un regard de recul sur notre société, de comprendre ses flux et ses reflux. Et dans ces flux et ces reflux, pour favoriser un terrain fertile pour une relation saine, de respect, de confiance et d'intimité, et pouvoir cultiver l'amour entre moi et l'autre. Je crois que notre société, dans toutes ses revendications, dans toutes les multiples possibilités qu'elle nous propose, et les pertes de cadres et de repères, et du coup les confusions dans lesquelles elle nous met, les expériences parfois douloureuses qu'elle propose, finalement nous met au cœur de ce foyer alchimique du mois de juillet et repose la question: qu'est-ce que le caractère sacré de l'amour? Le sais-tu?
et à chacun de nous de trouver la réponse en nous et avec l'autre. Et une fois qu'on l'a trouvé, une fois qu'on peut s'ancrer dedans par un travail personnel, intense et profond, toute la difficulté, ça sera de résister à la tentation du coyote, du tentateur, à toutes ces propositions qui viendraient nous chercher dans nos manques, dans nos besoins affectifs, et qui nous feraient lâcher notre propre ancrage, dans notre conviction profonde de où est le chemin qui va vers l'amour sacré. Parce que dans ces flux et ces reflux, dans tous ces quêtes et ces perditions, dans toutes ces confusions, à un moment, il y a besoin de repères. Dans la tempête, il y a besoin de piliers. Et la société d'aujourd'hui a besoin de personnes qui soient capables de se positionner de manière ferme dans leur masculin, totale dans leur féminin, et peut-être de redonner ces repères, d'abord du respect de soi et de l'autre, ensuite de la confiance, pour aller enfin dans l'intimité, de retrouver les bases de cette relation fertile, qui semblerait qu'on ait perdu justement en voulant la retrouver. Le paradoxe que l'on vit, c'est que en s'étant affranchi d'une société patriarcale qui nous a mis dans la souffrance, on est parti dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on réagit en rébellion à la blessure. Et on est en train de vivre la même chose, mais à l'opposé. Le paradoxe, peut-être, c'est qu'en voulant se libérer, on s'est remis dans une prison, celle de notre perdition, celle de notre confusion. En cassant les cadres qui ne nous convenaient plus, on n'a plus de cadre, on n'a pas remis de cadre. Tout le travail qu'on va avoir à faire maintenant, sociétalement, ça va être tout ce travail de discernement que propose le côté est et sud de cette roue, pour redonner des cadres sains à nos enfants qui nous permettront de proposer des conditions nécessaires pour que le féminin et le masculin puissent se rencontrer dans l'amour. Sans cadre, sans masculin, la vie ne peut pas prendre. C'est un travail de société. Je pense que nous en avons pour un moment. Mais quelle est ma place? Quelle est ma place en moi, que je trouve pour moi? Quelle est ma place avec l'autre? Comment je rentre en relation avec l'autre? Comment je pose ma place? Comment je me positionne? À quoi je dis oui? À quoi je dis non? Qu'est-ce qui me respecte? Comment je vais rentrer dans une relation de confiance avec l'autre? Avant d'aller dans l'intimité, comment je vais rentrer dans une relation de respect, puis de confiance, avant d'aller dans l'intimité, dans une société qui inverse tout? Et enfin, comment je vais me positionner dans la société pour donner mes repères à la société, au collectif?